Bien, donc bonjour à tous. Nous sommes ici ce soir pour une conférence sur Rapa, que moi j'appellerais l'île mystérieuse parce que malheureusement je n'y ai jamais mis les pieds. Je crois que je ne dois pas être la seule dans ce cas. Et beaucoup rêvent d'y aller. Et grâce à Christian Gazarian, à Takurua, Rosine et Patricia Benel que nous allons présenter ce soir, on va avoir l'impression d'être un peu plongé dans cette île qui nous accueille et qui est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est l'association Taparao qui vous reçoit ce soir. Je pense que tout le monde connaît. Hein. Bien sûr, c'est une association d'écrivains, d'illustrateurs. Et elle vous est ouverte d'ailleurs. Vous pouvez faire de notre association sans problème. On vous accueillera avec grand plaisir. Alors, ce soir, normalement, nous devions avoir 4 intervenants. Donc, Pierre et Taku sont là. Ils ont résisté. Patricia, dont on voit le visage apparaître, eh bien malheureusement elle a eu un gros problème, elle est tombée, elle s'est cassé le fémur. Quant à Rosine, elle a eu un empêchement de dernière minute, mais elle sera présente virtuellement avec nous grâce à ses amis Pierre et Taku. Donc Patricia Benel, que vous voyez là, elle est professeure de lettres à la retraite. Peut-être que certains ont travaillé ou ont été en classe. Elle est ancienne coordinatrice du groupe de langue à l'ADES. C'est un groupe de recherche de production de séquences d'enseignement du français qui prend en compte les 2 langues et les 2 cultures en présence à Tahiti. Elle pratique la co-traduction et elle est secrétaire de notre association. Donc je lui rends hommage parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Elle a toujours elle écrit, donc c'est merveilleux. Et puis elle fait des articles dans le magazine, le web magazine mensuel Pacifique Pirate Média, qui remplace Tahiti Pacifique. Et surtout, elle est à l'origine du projet, parce qu'elle a rencontré Pierre et elle a été émerveillée par Rapa. Elle a envie de... Ah oui, pourquoi je l'appelle Pierre? Tu as une très belle tête à t'appeler Pierre, mais si je t'appelle Pierre, c'est pas grave, j'adore les pierres. Donc Christian, qui a rencontré Patricia, et donc c'était une rencontre qui a été fructueuse, puisqu'elle a eu envie de vous montrer Rapa à travers les écrits que Christian, que je présenterai tout à l'heure, en l'appelant bien Christian, et elle va vous dire un petit peu, grâce à Jean-Luc, qui est passé l'enregistrer, parce que donc la pauvre, elle a son fémur dans le plâtre et elle ne peut pas se déplacer. Donc... à toi, Patricia. Bonjour, cher public. Bonjour, chers membres de Taparao. Je m'appelle Patricia Benel. Martine Guichard m'a présenté rapidement auparavant. Donc, vous savez que je suis mon intérêt pour le bilinguisme et le biculturalisme, et également mon intérêt pour Rapa. Et je suis la secrétaire de Taparao et je suis, disons, à l'initiative de cette conférence. Qui a été approuvé par le bureau de l'association. Alors tout le monde s'intéresse à l'île de Rapa, mais je voudrais vous exposer très rapidement en introduction les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette conférence, et également la genèse de ce projet qui va déboucher sur d'autres projets. Donc la conférence va continuer à vivre après la conférence. Alors déjà, tout le monde s'intéresse à Rapa, hein, et on connaît un peu Rapa par le biais du Eiva, ses chants si particuliers, ses Jiménez si particuliers. Et Rapa, au sein de la Polynésie française, enfin de Te Haro Marae, comme on veut dire, et du grand théâtre, du grand triangle polynésien, est à mes yeux un pays. D'une part, il a ses spécificités culturelles. L'île de Rapa n'a pas les mêmes légendes que d'autres îles de Polynésie. On ne retrouve pas Tarawa, il n'y a pas de tiki, il n'y a pas de marae. Par contre, il y a des pas qui sont des forteresses. Et surtout, c'est un peuple qui fonctionne dans cet univers mondialisé où l'argent règne en maître et où l'individualisme est roi. C'est un peuple qui se préserve sa culture, sa nature, ses traditions, avec énormément de solidarité, et qui a refusé d'avoir un avion alors qu'ils n'ont qu'un bateau tous les 2 mois. Ils en supportent les conséquences, et qui aurait pu avoir aussi de l'argent pour le tourisme,
Je disais en plaisantant dans une autre interview que ce sont un petit peu, ils font penser aux irréductibles gaulois Obélix et Astérix, sauf que ce sont des êtres de papier, alors que les rapas sont bien en chair et en os. Et pour moi, ils donnent une leçon au monde entier. Hein, au-delà même de la Polynésie, ils ont les caractéristiques de générosité des Polynésiens, mais ils poussent les choses encore plus loin, sont des résistants. Alors, depuis que je vis donc, à Tahiti, je suis arrivé en 2000, j'ai eu des contacts forcément avec des gens de Rapa. Bon, j'ai vu les spectacles du Heiva, avec ses chants si particuliers. J'ai également fait la connaissance de Rosine Oitokaya, qui est la traductrice en Rapa de ce petit livre de légende qui a été recueilli auprès d'Alfred Maquet par Christian Gassarian et publié en 2008 aux éditions Vent des Îles, qui est maintenant épuisé. Donc j'étais professeur ressources, je l'ai eu comme stagiaire, et donc je me suis empressée d'acheter le livre et je l'ai trouvé tout à fait passionnant. D'autre part, quand j'étais professeur de lettres à Oreille, j'ai rencontré un certain nombre d'internes de Rapa qui m'ont parlé évidemment de l'île de Rapa. Mais ce qui a déclenché le désir que cette conférence ait lieu, c'est ma rencontre avec Christian Gassarian l'an dernier, lors d'une signature à la librairie Odyssée. Bon, j'ai acheté son livre Rapa, île du bout du monde, île dans le monde, qui est absolument passionnant, qui vraiment explicite tout ce qu'on peut expliciter sur l'île de Rapa, qui était un livre qui était paru en 2014 à une maison d'édition et qui a été réédité en 2022 chez Happy Tahiti. Mais je me suis aperçu que non seulement il avait écrit le livre de légende et celui-là, mais qu'il avait également écrit un livre de portée historique, puisqu'il a recueilli tous les documents sur Rapa entre 1791 et 1956, c'est-à-dire depuis la découverte par Vancouver en 1791 jusqu'aux travaux de Torrey Yardal, qui a également travaillé sur l'île de Rapa. Donc c'est une connaissance de l'île sur cette longue période historique. Et encore un autre livre qu'il a publié sous le nom de Ethnologie de l'île de Rapa, qui est en fait la traduction de l'anglais d'un travail d'un certain John Stokes, qui avait été commandité par le Bishop Museum d'Hawaï en 1920. Et Stokes, il a séjourné à Rapa en 9 mois en 1921. Donc là aussi, il y a des renseignements sur une autre période de l'île de Rapa. Alors je me suis dit que tout ça constituait un trésor, qu'il ne fallait pas le laisser perdre, que non seulement les Rapa, mais les Polynésiens pouvaient avoir une connaissance très approfondie de l'île de Rapa, et puis les non-polynésiens, les gens qui vivent ici, et puis je dirais tout le monde, parce que Rapa, à mes yeux, est une exception mondiale. Alors, maintenant, la genèse de ce projet. Donc, au départ, c'était l'idée de faire venir Christian Gassarian, faire une conférence sur l'île de Rapa, et puis en insistant quand même sur les légendes. Donc, depuis, il a été décidé de lire quelques légendes en français et en Rapa. Et d'autre part, Christian Gassarian m'a parlé de Takuloa Parent, qui est une jeune femme doctorante en linguistique des langues polynésiennes et spécialiste de Rapa, puisqu'elle est elle-même Rapa. Et Takuloa, donc la conférence est enrichie, puisque Takuloa va présenter les spécificités de la langue Rapa. Enfin, comme le livre de légende était épuisé, grâce au travail acharné de Christian Gassarian, de son épouse Anna Palma Gassarian, qui a fait les illustrations, et à des raconteurs de l'île de Rapa, à Takuloa Parent, pour la traduction en Rapa, à Valérie Selam pour la traduction en tahitien, est sorti un petit livret en trilingue de légendes de Rapa qui reprend certaines légendes de 2008 et en propose d'autres. Alors ce petit livret, malheureusement pour vous, ne sera pas en vente parce que tout travail sur l'île de Rapa ne peut se faire qu'avec le Tomitereo, c'est-à-dire le groupe des spécialistes de la langue Rapa. Donc c'est un cadeau que Christian va faire à ses amis de Rapa, puisqu'il quitte la Polynésie. Mais par la suite, il y aura une suite à ce projet, puisqu'il est question d'un livre en trilingue, français,
Rapa, Rio, Tahiti, avec d'assez nombreuses légendes, mais cela ne peut se faire qu'avec la supervision du Tomiteleo et leurs conseils. Donc je tenais à vous présenter cette conférence parce que c'est une très belle aventure humaine et culturelle qui a demandé beaucoup de solidarité de la part de tous ceux qui ont travaillé, et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup Jean-Luc qui a assuré la filmographie, parce que c'est pas évident aussi de filmer sur place. Alors Patricia est aussi une poétesse, puisqu'elle a écrit Poème de Polynésie et du cœur, Pepe no Te Aroa, et c'est évidemment édité chez Happy Tahiti, et donc on peut trouver chez Odyssée. Et donc depuis mars 2022, elle écrit dans Pacifique Pirate des textes sur les écrivains polynésiens ou des textes qui concernent la Polynésie. Alors maintenant, mon cher Christian, je ne me trompe pas, puisque Christian était ethnologue, professeur émérite à l'université de Neuchâtel en Suisse, et qu'il a effectué des recherches en Polynésie française depuis 1985, puis sur Rapa depuis 2001. Donc il en a profité pour recueillir des légendes auprès d'Alfred Mackay, qui ont été traduites en Rapa par Rosine Hoitokoya, j'espère que je l'ai bien dit, tant pis. Et il a publié aussi plusieurs ouvrages dont Patricia a parlé, bien sûr, les légendes de Rapa Iti, Rapa, île au bout du monde, île dans le monde, Rapa, une île du Pacifique dans l'histoire, de 1791 à 1956. Et ça, c'est particulièrement intéressant aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoins qui pouvaient lui en parler. Et surtout, Ethnologie de l'île de Rapa, qui a été édité chez Happy en 2021. Et là, donc, comme Patricia l'a dit, tu viens de travailler sur le livret. Donc, alors, n'oublions pas Rosine, qui malheureusement n'est pas là, alors que je vais présenter rapidement, puisque certains d'entre vous la connaissent, je suppose, comment on dit, les Rapaya, comment les Rapa. Elle est née à Rapa en 1976 et elle a suivi sa scolarité au collège de Tubuai, où elle a appris les langues Raivave, Rorutu et Rimatara. Donc, elle a étudié donc, les diverses langues polynésiennes aussi, le Paumotu, etc. Et à l'université de Polynésie française. Alors, elle fait des recherches sur les langues Rapa, Raivave, et elle effectue des missions archéologiques à Rapa avec des chercheurs anglophones. Elle suit aussi des stages de formation au service de la culture et du patrimoine à Tahiti. Et donc, elle a traduit en langue Rapa 12 des légendes du livre Légendes de Rapa Iti, donc avec Christian et Alfred. Et maintenant, je vais passer la parole à Christian. Merci Martine, Yaorana, et pour mes amis Rapa présents ce soir, Alonga Tutakinyanga. Merci à vous tous pour votre présence qui témoigne de votre intérêt pour cette île si spéciale. On va voir quelques aspects. Ma présentation va être courte, il n'est pas question de faire un voyage détaillé dans cette île, mais je vais revenir sur quelques points saillants de cette île. Ensuite aborder des aspects particuliers à propos des légendes sur Rapa, et dans un second temps, Takurua va parler plus précisément de ses recherches sur la langue Rapa. Alors Rapa, comme vous le savez, c'est une petite société insulaire dans le Pacifique. Elle est isolée, d'une certaine façon oubliée du monde, mais cette société, même si elle est isolée et lointaine des centres, elle observe le monde. Et elle s'efforce de gérer son vivre ensemble de façon solidaire à travers des institutions coutumières qu'elle a mis en place par justement les plus âgés. Sur le foncier, avec une gestion collective des terres, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, et sur la faune marine avec le rahui. Donc là, en l'occurrence, je reviendrai aussi, c'est une autorestriction des ressources naturelles pour le bénéfice de toute la communauté. La localisation de Rapa, vous voyez, dans l'archipel des Australes, à 560 km de l'île la plus proche, Raivave. Des îlots appartenant à Rapa, à peu près 70 km au sud-est, Morotiri.
mais inhabitée. Voilà la configuration de cette île, qui est tout à fait unique, avec une grande baie intérieure de 2 km de long, de 800 mètres de large, et les 2 villages qui se situent, peut-être je peux le montrer ici, de part et d'autre de la baie. Je ne vais pas toucher à la souris. Dans la baie, avec ce sentiment assez unique en Polynésie. Dans les autres îles de Polynésie, les maisons sont sur le littoral, elles font face à l'océan, elles font face à l'infini. Et là, les villages sont l'un en gros face à l'autre, et l'océan est à l'entrée de la passe, lointain. Donc c'est un sentiment de protection qui est très important pour les Rapas, d'être protégé par l'île, et le fait d'être protégé, par l'île à l'intention de devoir protéger l'île, il n'y a qu'un pas, et donc la question de la protection est très très importante à Rapa. Une île montagneuse avec donc cette grande baie et un petit îlot très intriguant au milieu, en forme de pyramide qui s'appelle le Tapui. Une île donc de 40 km² en gros. Sur l'histoire, les îles australes ont été peuplées relativement tardivement, vers le XIe siècle. C'est ce que disent les quelques équipes archéologiques qui sont passées dans l'île. Il semble toutefois que l'isolement géographique de l'île ait longtemps limité les contacts des insulaires avec le monde extérieur, tout au moins avec des non-polynésiens, parce qu'il y a dans la tradition orale des circulations, notamment un roi de Rapa qui serait allé au marais de Maupiti, d'autres épisodes dont on n'a pas nécessairement conscience. Et les archéologues qui sont passés à Rapa, c'est à peu près 4 voire 5 équipes, s'accordent en gros pour dire que l'île a été colonisée vers le XIIe et le XIIIe siècle. Les premiers visiteurs ont noté que la langue Rapa, et Taku Urua en parlera plus, est assez proche du marquisien, du Rarotonga, de Pomotu et de Mangareva, et un peu mais moins de l'île de Pâques, malgré la proximité du nom, Rapa Iti, Petit Rapa, avec Rapa Nui. Sur les aspects historiques, je vais très vite. Le premier navigateur à officiellement découvrir Rapa, c'est George Vancouver en 1791. Je dis officiellement parce que c'est le premier qui laisse des traces écrites, qui relate son passage à Rapa. Mais il reste au large, sur la côte ouest, pendant 5 heures. Les hommes s'approchent en pirogue de son bateau, montent à bord, l'invitent à venir sur l'île, lui pointe une activité sur ces palais dont on parlera brièvement aussi, ces structures semi-pyramidales sur les crêtes de l'île qui sont très intrigantes pour les archéologues et pour tous les visiteurs de l'île. Il prend sa longue vue, George Vancouver, et il voit une activité qui a lieu dans ces palais. Donc c'est le premier, il dit, il se passe quelque chose, il y a des gens qui sont là sur ces palais, et il dit, c'est le premier qui note ceci, et qui, malheureusement, c'est le premier et le dernier. Les prochains visiteurs, ça sera 30 ans après, vers 1820, il n'y aura plus rien, plus aucun témoignage d'une activité sur ces palais. Il y en a une douzaine, une quinzaine ou 18 selon qu'on veut considérer ces structures semi-pyramidales comme des palais. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on aurait eu la seule description des activités sur ces palais. Et ces activités restent un mystère jusqu'à aujourd'hui. Et j'en dirai quelques mots encore tout à l'heure. Il estime, mais sans avoir mis le pied à terre, la population à 1500 habitants en calculant le nombre d'hommes sur les pirogues. Ensuite, quelques bateaux s'approchent entre son passage et 1925 de Rapa et interagissent au large seulement avec il y a des interactions entre leur équipage et les insulaires. Le premier blanc officiellement à mettre pied à terre est un missionnaire anglican de la London Missionary Society, John Davis, qui en 1926 vient avec l'intention de convertir la population. Il y a déjà une mission qui est installée à Papara. Et il estime, lui, comme il a mis le pied à terre, il a fait un décompte, on ne sait pas de quelle façon, mais il estime la population à 2000 personnes. Ensuite, il y a des visites de missionnaires. Je suis allé pour mes recherches sur l'histoire de Rapa à Londres, où j'ai feuilleté
toutes les lettres écrites par tous les missionnaires qui sont passés à Rapa, leurs témoignages à la confrérie. Et je les ai relatés dans cet ouvrage sur l'histoire de Rapa. Beaucoup de missionnaires sont passés, ont décrit l'île, des naturalistes, des commerçants, des baleiniers, des officiers de marine. Et ça a eu un impact très grave sur la population. Une chute drastique de la démographie, puisque après le passage des négriers péruviens en 1863, un missionnaire vient dans l'île et dénombre 90 personnes. Donc, vous voyez, entre moins de 40 ans, de 2000 personnes à 90 personnes. Mais c'est un phénomène connu dans toute la Polynésie. Donc 90 personnes, vous imaginez, ça veut dire peut-être une trentaine, une quarantaine d'adultes. Et donc le savoir des prêtres, des prêtresses, des rois a été passablement percuté, d'autant plus qu'il y a la conversion au christianisme qui invite à oublier ces savoirs désignés comme éténés païens. Sur le passage des négriers péruviens, je ne peux pas m'attarder ici, mais c'est un moment héroïque qui fait la fierté des Rapa. Dans les années 1863, des négriers péruviens sillonnaient le Pacifique pour capturer des hommes et des femmes, pour les emmener dans les mines de guano au Pérou. Alors que l'abolition de l'esclavage, pour les Anglais, c'est 1834, la France 1848, encore des prises, des captures de personnes pour en faire des esclaves. Donc il y a un tollé international et au bout d'un moment, le gouvernement péruvien a fait une pression sur ces négriers pour qu'ils ramènent ces insulaires pris, capturés dans différentes îles de la Polynésie chez eux. Aucun Rapa n'a été capturé. Par contre, quand les négriers sont passés à Rapa, d'abord 8 bateaux qui ont juste fait le plein d'eau, ils n'ont pas cherché à capturer. Et ensuite, quelques semaines après, un autre bateau, la Kohara, qui avait l'intention de capturer des Rapa. Mais les Rapa étaient au courant de la présence de ces négriers. Ils s'étaient préparés. Et il y avait un homme, Mayoroto, qui avait aidé la France à annexer, enfin pas annexer, mais à conquérir le pouvoir politique avec la reine Pomaré. Il avait un fusil dans l'île. Et avec les vaillants hommes de Rapa, ils ont en fait capturé l'équipage. Donc c'est une histoire incroyable où les captureurs sont capturés et ils ont ramené le bateau avec l'équipage à Tahiti pour le faire juger par le tribunal français. Ensuite, entre 1864 et 1866, il y a la visite d'autres missionnaires. Et puis les Anglais commencent à s'intéresser à l'île parce qu'on a découvert un petit gisement de houille sur un coin dans la baie de l'île. Ils visionnaient déjà l'idée d'en faire un second, ou le Gibraltar du Pacifique, où de nombreux navires s'arrêteraient, feraient le plein de charbon et puis repartiraient. Et ça aurait pu fausser toute l'histoire de l'île. Ça aurait été plus important, un carrefour plus important que Tahiti. Fort heureusement pour Rapa, cette houille s'est révélée de très mauvaise qualité et ça n'a pas donné lieu à cette production de charbon. N'empêche que les Français qui avaient déjà s'étaient bien insérés dans le système politique à Tahiti voyaient d'un mauvais œil les Anglais s'approcher, s'intéresser à Rapa. Ils ont décidé d'envoyer un lieutenant pour mettre en place un protectorat, le protectorat de Rapa, établi en 1867. Et je suis allé aux archives d'Aix-en-Provence pour voir tous ces documents dans le ministère de la Marine. Et on voit ce document, c'est un texte écrit par ce lieutenant qui dit en gros qu'ils accordent le protectorat au Rapa. Et il n'y a pas de signature. Et ça, c'est l'histoire coloniale. Ensuite, la première annexion de l'île. Il y a eu 2 annexions. 1881, c'est le commandant Chessé, qui est le gouverneur de Tahiti. Et c'est le moment où la France décide, après Tahiti, d'annexer un grand nombre, enfin toutes les îles autour de Tahiti. Et ils arrivent à Rapa et demandent au Rapa où est le drapeau français qui était que les résidents français, les gendarmes français qui étaient présents pendant la durée de protectorat leur avaient remis. Et puis les Rapa leur apportent un paquet de tissu plié et dit on veut vous le rendre, on n'en veut pas. Et ça dure un bon moment, cette interaction. Le gouverneur insiste, les Rapas disent non, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas.
Et le gouverneur Chessé insiste, et puis à un moment, il menace de faire débarquer les hommes de son navire, et il impose en fait une signature, un protectorat pour les Rapas. Donc c'est sous la coercition. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de lutte, mais quand même, il y a eu des menaces de prendre le pouvoir de l'île, en fait, de débarquer avec des matelots et les laisser dans l'île pour prendre le pouvoir. Heureusement, et quand on voit la résilience des insulaires à cette époque, c'est-à-dire que voilà, c'est sous la menace, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne sont pas nombreux, ils sont à peine 190 à ce moment-là. Il y a encore le roi de l'île, Te Parima. Ils arrivent à écrire sur ce traité d'annexion, ok, nous prenons ton drapeau, on veut bien prendre dans leur vocabulaire le drapeau que tu nous mets dans nos mains, vous voyez la version passive, hein. Mais nous tenons à conserver notre loi et notre gouvernement. Et c'est écrit noir sur blanc dans ce traité d'annexion que j'ai vu dans les archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Et ce traité n'a jamais été ratifié. Donc on est dans ces interstices de l'histoire politique et coloniale. Mais ce n'est pas fini. Un autre gouverneur français, Théodore Lacascade, bien plus dur et virulent que le commandant Chessé, mais Chessé était resté au large, hein. Lacascade reproche à Chessé d'être resté au large, de ne pas avoir mis pied à terre. Il a convoqué les chefs et le roi de l'île sur son bateau. Et lui, il est dans une logique vraiment d'annexion dure. Et à nouveau, il dit, il arrive dans l'île, il voit que le drapeau n'a pas été levé sur le mât. Et il reproche aux Rapas de ne l'avoir pas fait. Et à nouveau, les Rapas, le roi est mort l'année précédente, 1886, disent mais on n'en veut pas de ce drapeau, nous tenons à conserver nos lois et notre gouvernement. À nouveau insistance, à nouveau refus et à nouveau menace de faire débarquer des hommes sur l'île. Et c'est comme ça qu'une seconde annexion, beaucoup plus donc virulente, qui procède à l'abolition de la monarchie. La femme que vous voyez là sur la photo est la fille du roi Te Parima, mort en 1886, et la monarchie est déposée. Elle a à peine 24 ans quand elle devient reine. Cette photo a été prise en 1921 à Nivaï. Et voilà, on arrive ensuite à l'abolition de la monarchie. Je suis désolé, je reste un petit peu long sur cet aspect historique. La première photo prise de Rapa, 1905, par des missionnaires lors de l'inauguration d'un temple. C'est un document assez précieux. Donc la christianisation, je répète, a commencé en 1826. Donc là, on est 80 ans après la conversion. Les recherches qui ont été menées à Rapa, la première, parce que tous les textes qui ont été écrits jusque-là, c'est des missionnaires, c'est des administrateurs, c'est des gouverneurs, c'est qu'un regard extérieur, mais des recherches menées par des chercheurs qui veulent comprendre la société de l'intérieur. On les doit, ces premières recherches, à John Stokes, un Américain du Bishop Museum à Hawaï, qui pendant 9 mois avec son épouse, Margaret Stokes, va rester dans l'île et va faire un travail immense de la part d'un anthropologue, c'est qu'il va étudier prendre tout ce qu'il peut comme information sur la culture Rapa, la dimension, la culture matérielle, les clans, les mythes, les techniques de pêche, d'agriculture, l'artisanat, etc. Et il laisse un trésor patrimonial parce qu'avec le temps, ce qu'il a collecté, ça prend une énorme valeur. En 1930, il dépose un manuscrit de 1300 pages, mais inachevé, qu'il n'a pas pu ou n'a pas voulu mener à terme parce qu'il est tombé en disgrâce avec le directeur du Bishop Museum. Ça tient un peu de choses, hein. Il aurait pu finir un beau manuscrit, mais il laisse un manuscrit inachevé. Et en 2005 et en 2008, je suis allé avec le maire de Rapa rencontrer la directrice du Bishop Museum, la directrice des archives. On a récupéré le manuscrit et ça m'a pris plusieurs années pour traduire et éditer ce manuscrit qui était dans un désordre, un fouillis total. Et j'ai compris ce qui s'était passé, pourquoi il a remis un manuscrit sans l'avoir achevé, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'explique tout ça dans ce livre. Et j'ai tenu à ce que voilà, ce livre soit le sien, évidemment, c'est son étude. 1300 pages, ça passe à 500 ou 600 pages. Et je ne suis que l'éditeur, c'est son livre. Il est dédié, ce livre, bien sûr, aux ethnologues qui s'efforcent de comprendre les variations culturelles. Très grande recherche, très précieuse, des 3 livres que j'ai faits sur l'île de Rapa. Ce n'est pas le mien, mais c'est le plus important parce qu'il porte sur l'histoire, le passé de Rapa, dont la plupart des Rapas n'ont pas connaissance. Et donc c'est une plongée dans l'histoire que cet ethnologue a permis. En plus, il a pris, je vais vous en montrer, des photos de la vie quotidienne et toutes les photos des habitants, ce qui est unique, 1921. Voilà, en gros,
sur John Stokes. Voilà les photos de 1921. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas... il a recueilli tout ce qu'il pouvait sur la culture matérielle, parce qu'à cette époque, les ethnologues pensaient que les cultures allaient disparaître et elles devaient aller dans ces sociétés pour recueillir un maximum d'informations. C'était l'idée de l'anthropologie de l'époque. Il note plein de choses, mais il note rien sur les personnes et sur les relations sociales. Ce n'est pas important, c'est la culture qu'il fallait préserver et non pas ce qui se jouait pour les individus. C'est l'ethnologie de l'époque. Le second ethnologue à passer dans l'île, c'est 40 ans après. Un autre Américain de l'université de Chicago, Alan Hanson, surnommé par la population Anani parce qu'il était rouquin. Et il est aussi avec son épouse. Et il écrit, voilà, il mène une recherche pareil. Il reste 9 mois comme John Stokes. Et il écrit un ouvrage, cette fois-ci focalisé sur les nouveaux intérêts de l'ethnologie de l'époque. Des ethnologues s'intéressaient à cette époque. C'était un peu l'anthropologie structuraliste. Ils s'intéressaient à la tenure foncière et au système de parenté, le lien entre la propriété foncière et les systèmes de parenté. Il fait une très belle étude et publie cet ouvrage en anglais et ensuite en français en 1970. Quelques photos de son époque. 1963, 1964, son séjour. Et je suis très... Alors avant d'aller à Rapa, moi j'ai commencé mes recherches en 2001. Je l'ai contacté, toujours enseignant à l'université de Kansas. Il n'était jamais retourné depuis 40 ans. Et on a tout de suite échangé de façon sympathique. Le lien à travers Rapa, c'est quelque chose qui est assez fort pour beaucoup de gens. Et il me posait des questions sur le système. Il m'invitait à comprendre le système foncier à Rapa et le comparer avec ce qu'il avait étudié. Et ensuite, je l'ai fait revenir à la demande du maire de Rapa, qui avait à peine quelques années quand Alan Hanson était dans l'île. Je l'ai fait revenir dans l'île avec son épouse, 40 ans après. Il travaillait sur totalement autre chose, l'intelligence artificielle, en 2003. Et c'était un moment, il a pu rester juste 2 semaines, c'était assez rare d'avoir 2 bateaux. Taku l'a connu à ce moment-là. Elle a une autographe de son livre signé par Alan Hanson, on a pris cette photo. Et c'était assez incroyable de voir l'accueil que la population de Rapa donnait à cet ethnologue 40 ans après. Le conseil des diacres, les Matayapo, le conseil des sages, le conseil municipal, la visite de l'école, donc il était très très ému. Et il m'a fait l'honneur de faire la préface de mon livre d'ethnologie 50 ans après sa propre recherche. Alors je suis tout à fait reconnaissant parce que c'est très très rare. Ça n'existe pas un ethnologue qui a fait une étude 50 ans avant celle d'un ethnologue qui vient après lui et qui lui fait la préface. Donc voilà, donc mes recherches ont commencé en 2001. Alors, voilà, Alan Hanson, les ethnologues sont pensés par leur temps, et c'est normal. Ils travaillent sur le recueil des cultures, de ce qui se joue dans la culture. Alan Hanson sur le lien entre le foncier, la terre et le système de parenté. Et moi, quand j'arrive en 2001, l'intérêt des ethnologues, c'est le rapport entre le local et le global. Donc les questions que je me posais, est-ce que cet isolat géographique qu'est Rapa engendrait nécessairement un isolat social, c'est-à-dire vivre entre soi avec très peu de contact avec le monde extérieur. Et puis mes recherches ont montré que non, on peut être un isolat géographique et pas un isolat social, puisqu'il y a des transactions, des circulations constantes, matérielles, des voyages entre des individus de part et d'autre, et puis mentales. Les représentations. Voilà quelques photos de mon propre terrain. Je dois aller très vite parce que je pense que je prends du temps. Voilà. Alors, quelques mots sur les particularités culturelles ancestrales de Rapa. Cette île spécifique à bien des égards, d'abord, étonnant pour une île du Pacifique, de la Polynésie, pas de culture du tatouage à Rapa. Unique. Pas de marais tels qu'on les connaît ailleurs. Alors, John Stokes estime qu'il y a peut-être 3 marais qui sont des alignements de pierres qui sont au fond de la baie, pas au fond de la baie, mais au bord du rivage, mais dans l'eau.
C'est le seul à dire que ça pourrait être dans deux baies, ces trois marais, ces trois alignements de pierre pour être un marais. Mais malheureusement, aucune investigation d'archéologue, parce qu'il n'était pas archéologue, John Stokes, qui viendrait corroborer cette hypothèse de trois marais. Mais c'est possible. Absence de tiki, au moins sur les terres. C'est aussi nouveau. Alors qu'à l'île de Raivave, c'est l'île des tikis et des marais, et c'est l'île la plus proche. Ceci dit, il y a une tradition orale qui, Harappa dit qu'il y a un gardien à l'entrée de la baie, tu sais ça. Et puis j'ai rencontré un pêcheur de l'île, aujourd'hui âgé, qui m'a dit, après avoir plongé, lors d'une plongée il y a une quarantaine d'années, il avait vu un tiki au fond de la baie à l'entrée de la passe. Alors pendant son séjour à Harappa, là, je reviens de 5 mois de résidence à Harappa, j'ai essayé de mobiliser le président du comité des pêches et cet homme, les faire rencontrer, en plus c'est des amis d'enfance, pour qu'ils organisent une recherche de ce tiki. Ce serait tout à fait une révolution anthropologique et archéologique si on découvrait ce tiki. Alors, pas de tatouage, pas de marais tels qu'on les connaît ailleurs, peut-être pas de tiki, ou s'il y en aurait, ce serait un dans la baie, ce qui serait assez particulier, mais présence de pierres dressées, des monolithes, et puis de palais, ces structures semi-pyramidales sur lesquelles je vais dire quelques mots, et puis les Himene Tarava, et notamment le Himene Ru'o, qui est unique dans toute la Polynésie. Certains d'entre vous peut-être les connaissent, s'ils ne sont pas Harappa, avec une dissonance finale, un glissement d'un quart de tour qui fait sonner faux, mais c'est contrôlé, c'est un faux contrôlé, c'est d'une grande beauté. Voici des exemples de monolithes. Il y en a 3 actuellement dans l'île, donc des pierres dressées qui très probablement étaient des sites sacrés, et non pas au tiafé noir, c'était des pierres des bornes. Mais simplement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de données qui viennent de révéler ceci. Les palais, que d'aucuns appellent des forts, ces structures semi-pyramidales qui se trouvent sur les crêtes de l'île. Alors, je vais dire quelque chose. Ils sont dénombrés au nombre de 12, voire 12 assez évident, 15 si on cherche un peu mieux, et John Stokes dit en 1921, 18. Mais maintenant, ils sont enfouis sous la végétation, donc il faudrait faire des recherches plus poussées pour mieux comprendre ce qui se joue sur les palais. Il y a une interrogation à propos des palais, c'est que aujourd'hui, tout le monde parle de ces palais, P-A-R-E, comme des forts. Et ça, on le doit à George Vancouver, qui de son bateau, avec sa longue vue, il dit, bon, ça ressemble, ces structures ressemblent à des redoutes, ça veut dire des forts. Mais il n'en sait rien, il n'est pas allé voir ce qui se passait. Et après lui, tous les visiteurs vont appeler ces structures des forts. Or, des interrogations subsistent et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà d'autres palais. Là, c'est le palais Pukutaketeke. Ça, c'est les photos de John Stokes. Ça, c'est des photos de Tor Heyerdahl, 1956, qui est venu faire une rénovation d'un des palais de Molongo-Uta. Alors, il y a un habitat, il y a des terrasses à la base de ces palais. Et ça n'indique pas nécessairement que ce sont des forts. Les archéologues qui sont passés sont restés dans l'idée, donc c'est des forts, ils essaient d'élaborer des théories pour comprendre comment un clan, parce que chaque des clans importants aurait construit ces palais avec des aménagements de pierre, des murs de pierre, ils essaient de théoriser sur la possibilité de tenir un siège, de s'échapper, d'attaquer, mais c'est fragile leur théorisation. Et ensuite, ils constatent que probablement ces sites étaient aussi des sites religieux, notamment parce qu'on a trouvé sur les parois de ces palais des marais miniatures. Là, c'est des photos qui ont été prises lors de l'investigation de Tor Heyerdahl en 1956 sur le palais de Molongo-Uta. John Stokes, en 1921, qui n'est pas archéologue, avait aussi fait des investigations sur un autre palais. Il mentionne aussi dans son ouvrage un petit hôtel, un petit sanctuaire. Alors, si ces palais sont des forts et des refuges défensifs, pourquoi y mettre des marais? C'est la grande interrogation. D'autant plus que sur les îlots de Morotili, à 70 km, où il n'y a aucune habitation, vous voyez, un palais miniature. Et là, les archéologues se disent, mais
là, une graine de doute vient sur l'idée que ce soit des forts, parce qu'à ce moment-là, pourquoi un palais à Molottili s'il n'y a rien à défendre à Molottili? Je ne peux pas m'étendre plus. Sur Rapa, la société contemporaine, ses spécificités, je dois aller un peu plus vite. Ce qui m'a frappé en tant qu'ethnologue dans toutes ces années, j'ai commencé les recherches en 2001, et j'ai publié mon premier livre, Ethnologie, Rapa et du bout du monde, en 2014, donc c'est 13 ans d'investigation. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un projet social, un projet de société qui s'est mis en place à Rapa, avec des personnes qui sont au centre de ce projet de société, qui consiste à travailler le vivre ensemble, avec des réunions publiques régulières, des prises de parole, qui commencent toujours par la salutation de toutes les personnes présentes. Bon, c'est l'art oratoire, et puis l'intention que la prise de parole porte sur des aspects qui mettent en jeu le bien-être, ou qui peuvent être positifs sur l'île de Rapa. C'est très ritualisé, mais il y a une intention générale, avec des personnes plus engagées évidemment dans l'île, pour que le vivre ensemble soit le plus intéressant. Là, c'est une réunion collective, réunion publique organisée depuis très longtemps par le conseil municipal. Tous les 6 mois, le 1er janvier ou 2 janvier, 1er juillet, le conseil municipal se présente devant la population, fait un bilan de ses activités, des dépenses faites, des dépenses à venir. Ensuite, la population à tour de rôle prend la parole, les personnes qui le souhaitent, pour évoquer, dire ce qu'ils pensent, faire des critiques, proposer des projets. Voilà. On a un exemple ici de démocratie participative dont on manque tellement dans les pseudo-démocraties représentatives. Le sens du collectif, voilà, il y a des parasites sur maintenu dans des institutions coutumières. Alors, 3 institutions coutumières, je dois aller très très vite. Un conseil des sages, appelé le Toitu, qui gère les terres. Un comité des pêches, il s'est passé quelque chose sur ton ordinateur, je dis que c'est pas grave. Le comité Rahui et le comité Rahi, le grand comité. Le conseil des sages, en quelques mots, a été créé dans les années 80. Et il consiste à gérer la terre qui, à Rapa, est tellement importante et qui est en jeu dans la paix sociale, c'est gérer la terre de façon collective, en dépassant la logique des clans. Ce qui fait qu'une personne qui a le sang Rapa, du côté paternel ou du côté maternel, peut demander au Conseil des sages un lopin de terre, c'est 24 mètres sur 20 mètres, pour y construire des aménagements, maisons ou plantations, dont ces personnes peuvent être propriétaires des aménagements, mais pas de la terre. Et en gros, il suffit d'avoir le sang Rapa pour avoir accès à une terre sans cadastrage, avec une demande faite, et la plupart du temps obtenue par le comité des sages. Comité des pêches, voilà, c'est encore un grand sujet qui fait la fierté des Rapa. Ils ont mis en place une gestion d'autorestriction de la pêche dans des zones de l'île pour protéger la faune marine en cas de nécessité. Donc, je vais présenter quelques photos avant de passer aux légendes. Et le comité Rahi, le grand comité, c'est une commission qui s'est mise en place avec l'apparition du Covid et des soucis que ça pouvait causer, et qui réunit les différentes institutions, les représentants des différentes institutions et tous les membres de la population qui veulent être présents pour parler de choses qui concernent l'intérêt de l'île. Vous voyez encore cette démocratie représentative à l'œuvre. La logique du comité Rahui, du principe du Rahui, c'est que de nouvelles pêches très prédatrices sont arrivées à partir des années 70-80, et un impact de ces surpêches sur les stocks, de plus en plus, un impact de plus en plus important sur les thons, le germon, jaune, rouge, en grande réduction. Et dans les années 80, on a mis en place une forme de Rahui sur un modèle traditionnel. Donc c'est un concept polynésien ancestral, mais au service d'une situation contemporaine. Et qui est quoi? La gestion durable des ressources naturelles. C'était compliqué au départ, puis l'île, en fait, la population est entrée dans un consensus collectif. Et aujourd'hui, c'est la fierté des habitants de pouvoir gérer la faune marine. Et cet interdit de pêche sur une certaine zone, il est toute l'année, sauf un jour, avec une levée
sacralisé à travers des prières pour une pêche qui aura lieu uniquement pendant 8 heures, de 6 heures à 14 heures. Et ensuite, distribution collective, vous voyez encore le travail du vivre ensemble et le renforcement du sens collectif et de l'identité. Le tahoe, au kotai, comme ils disent à Rapa, nous sommes unis. Distribution de toute la pêche aux familles. Donc c'est ce qu'on appelle en sciences sociales un rituel d'intensification qui renforce le lien. Voilà, donc le départ pour la pêche des hommes, c'est un moment de grande euphorie pour les rapas, pour les pêcheurs. Parce que tout à coup, soudain, la faune marine n'est pas craintive. Et puis c'est la curée, quand on peut facilement pêcher beaucoup, capturer beaucoup de poissons. Voilà, ensuite, le résultat de la pêche est posé sur le quai. Et ensuite, on organise des tas pour la distribution aux familles. Voilà. J'étais beaucoup trop long. Quelques mots maintenant sur les légendes avant de passer la parole à Taku. À Rapa, comme partout, il y a des légendes. Et ces légendes, elles ont des thèmes particuliers. Toutes les sociétés ont des légendes. Après, nos sociétés post-industrielles les ont perdues, mais elles disent quelque chose à propos du passé qui parle du présent. Alors, quelques caractéristiques générales des légendes, elles sont parfois entre le mythe et la réalité. Elles convoquent des faits réels et elles les enrobent avec du symbolisme. Et donc des faits historiques et du symbolisme. Parfois, les légendes aussi, c'est une particularité, elles varient selon les narrateurs. Et ce n'est pas un problème pour les anthropologues parce que voilà, chaque narrateur fait sa version, mais il reste qu'il y a un fond commun, une structure commune dans ces légendes. Il existe partout et toujours des versions différentes des mêmes légendes. Des changements, ce sont des changements de détails, des noms, des personnages, des petits épisodes particuliers, mais comme j'ai dit, persistance d'une structure et d'une morale sous-jacente. L'idée de vérité ou d'authenticité des légendes est secondaire pour les anthropologues. On n'est pas dans la logique, mais où est la vraie légende puisqu'elles évoluent. Et le propre des traditions vivantes, c'est de s'adapter, d'évoluer. Ce qui est figé est mort. Sur les légendes de Rapa, et je vais finir, donc je recueillis pas mal de légendes, j'ai vu les légendes recueillies par John Stokes, il en a 30. Elles sont empreintes de morale, comme toutes les légendes, et une conception qui sont associées à une conception du monde et de la place des humains dans ce monde. Elles parlent tout autant d'un monde mythique, qui n'est pas le monde de la réalité triviale, mondaine, que de la vie terrestre, dans ce qu'elle peut avoir de mystérieux ou de magique. Elles décrivent parfois des chefs et des grands guerriers de force supérieure. À Rapa, c'est fascinant, il n'y a pas de légendes, des mythologies telles qu'on les voit à Tahiti avec des héros, des semi-dieux, etc. Il y a juste une petite légende recueillie par John Stokes qui mentionne Hiro, c'est juste dans une situation de pêche où il déploie un hameçon magique. Mais on n'a pas Maui, on n'a pas les autres dieux qu'on retrouve à Tahiti ou ailleurs. Ces légendes opposent l'humanité au comportement inhumain. Elles valorisent l'honnêteté, la réserve, l'humilité, la famille, la fidélité conjugale, le soin que l'on doit donner aux enfants, leur fragilité, la nécessité de l'entraide, du partage et de l'hospitalité et de l'unité communautaire. Vous voyez, c'est des valeurs qui sont considérées comme positives dans la société présente. Et elles stigmatisent dans le même temps le mensonge, le manque de dignité, l'égoïsme et l'impatience des humains. Par exemple, celle des parents envers leurs enfants, celle du pêcheur face à une mer agitée, etc. C'est le larcin qui se retourne tôt ou tard contre ceux qui sont engagés dans une logique agitée, de reproche, voire de colère. Elles évoquent aussi la tragédie humaine sous toutes ses formes, comme la naissance d'un enfant non voulu, dans une situation d'adultère forcé, le dilemme entre la reconnaissance d'une paternité sociale ou biologique, etc. Elle rappelle aussi ces légendes quelque chose qui est très important en Polynésie, c'est que la parole est une chose sérieuse. J'ai évoqué tout à l'heure les orero. La prise de parole est fascinante pour des non-polynésiens. La prise de parole des Polynésiens, notamment dans des îles comme Rapa, chaque mot est mesuré et énoncé avec force, de façon théâtrale.
et de façon intense, avec le respect de toutes les personnes qui écoutent, la tête baissée, et à tour de rôle, la personne va se lever en disant voilà ce que j'ai à dire dans la langue, dit ce qu'elle a à dire, et en général s'assoit en disant voilà ce que j'avais à dire, et le respect de l'écoute. La parole est une chose sérieuse, on ne peut pas dire quelque chose et ne pas le faire. Et qu'elle prenne la forme du vent ou de la mer, la nature est représentée comme une force, qu'est-ce que j'ai écrit, une force avec laquelle on ne doit pas jouer. Donc beaucoup de légendes mentionnent les risques associés au non-respect de la nature. Alors, la légende de Rapa, donc un premier livre, comme ça a été évoqué, a été publié en 2008, épuisé, Légende de Rapa, raconté par un ami qui était plutôt âgé, Rapa, raconté 12 légendes, recueillies donc en 2001 et traduites par Rosine Oitokaya, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et c'est intéressant, c'était la première fois que la langue Rapa, le Tomitereo avait commencé à travailler, première fois que la langue Rapa était présentée sous forme écrite. Donc elle a fait un gros travail, on regrette son absence parce qu'elle a œuvré pour la langue Rapa. Et puis aujourd'hui, ce projet qui va être mené par Taku Rua, de 45 légendes, donc 34 plus 11 variantes, en 3 versions. Ça c'est vraiment intéressant, français, tahitien et Rapa, afin de comparer les éléments linguistiques de ces deux langues. Rapa va en dire plus, mais donc Taku va en dire plus, traduite par elle dans un premier temps, supervisée ensuite par le Tomitereo. Et on a ici la chance d'avoir 2 personnes du Tomitereo, peut-être qui pourront dire quelques mots tout à l'heure. Le comité des langues qui travaille sur le renouvellement et la compréhension de la langue des ancêtres. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Rapa. Je ne fais que aller très vite et je vous prie de m'en excuser, mais voilà quelques aspects assez intéressants de cette île. Je passe la parole maintenant à Taku. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Christian parce que c'est passionnant. Moi, j'ai pas trouvé ça trop long, j'ai trouvé ça trop court. J'en ai encore envie. Et donc, c'est Taku Rua qui va prendre la parole. Tu es né à Rapa et tu as suivi le parcours scolaire des enfants de l'île. Donc, tu as fait ta primaire à Rapa. Ensuite, le collège à Tubuai, le lycée à Tahiti. Et tu t'es lancé dans l'étude des langues polynésiennes à l'UPF. Et aujourd'hui, à seulement 24 ans, tu commences une thèse de linguistique sur la langue Rapa. Donc, tu as déjà publié, comme tu es doctorante, eh bien, c'est une rédaction qui est en cours. Et tu participes à des articles collectifs comme Un nouveau souffle numérique pour les corpus en langue océanienne dans le journal de la Société des océanistes avec Jacques Vernodon, Nick Berger et Tamatoa Bambridge. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses en plus. Alors en tout cas, merci encore Christian, c'est passionnant. Moi j'étais à Rapa là. Je pense que c'est la vie de tout le monde. Donc on en veut encore tout à l'heure, parce que vous pourrez poser des questions. Donc là, merci Taku, c'est à toi. Arunga tatou, tatou tutakianga topone. Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. D'abord, j'aimerais remercier Jean-Luc, Martine, Christian et tous ceux qui ont organisé cette rencontre ce soir. C'est l'occasion pour moi du coup de vous présenter un petit peu le début de mes travaux parce que je commence seulement depuis 1 mois, donc c'est tout frais. Et puis c'est l'occasion aussi de partager peut-être vos points de vue sur nos présentations et puis partager ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à la fin de lever le doigt. Ok, du coup j'ai choisi pour titre de ma présentation Teko Ai Rapa, donc la langue Rapa, une langue sérieusement en danger, mais pas seulement. Alors sérieusement en danger, c'est l'UNESCO qui dit ça, selon ses propres critères. Mais moi je dis, ok, selon vos critères, elle est en danger, mais il y a des choses intéressantes quand même qu'il faut souligner. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est les migrations austronésiennes jusqu'aux migrations polynésiennes. Donc, en fait, d'où l'on vient, selon les recherches actuelles. Et puis, je parle sous le contrôle de spécialistes.
ici. Donc, en fait, les Polynésiens, on est ici, hein, nous, enfin ici pour la Grande Polynésie, on vient d'où? On vient de Taïwan, ici dans cette partie du globe. Donc, on vient en fait de migrations qu'on appelle austronésiennes, hein, qui ont débuté, qui ont occupé la région du Pacifique, ici, là, au nord-ouest, de 1300 avant Jésus-Christ jusqu'à notre ère. Donc, ça fait super longtemps. Et puis, ils occupent cette partie du Pacifique et ensuite se déplacent vers les Samoa et les Tonga. Quelques milliers d'années après, de 1500 avant Jésus-Christ à 900 avant Jésus-Christ, voilà, dans cette région-là. Après ça, il se passe quoi? Ben, il y a l'apparition et la formation du coup de ce qu'on appelle la culture polynésienne, à proprement parler. Hein. Donc c'est ici, au Samoa et au Tonga, que la culture polynésienne apparaît. Hein. Et ça se passe en 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 après Jésus-Christ. Hein. Donc pendant 1000 ans, il y a cette culture qui se crée au Samoa et au Tonga. Et c'est à partir en fait de Samoa et de Tonga que ces premiers Polynésiens colonisent, entre guillemets, la Polynésie centrale, donc la Polynésie française, avec les îles Cook, les Australes, les Tuamotu, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qu'on appelle la Polynésie française. Et puis, comme Christian l'a dit, entre le 11e et le 13e siècle, ils s'installent à Rapa. Hein. Et puis c'est à partir de là qu'ensuite les migrations plus récentes se font de 1000 après Jésus-Christ à 1300 après Jésus-Christ vers ce qu'on appelle le triangle polynésien, c'est-à-dire Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est et la Nouvelle-Zélande à l'ouest. Ça va jusque-là? Ok, ben on continue. Vous me direz peut-être, Taku, pourquoi tu nous parles de ça? C'est pas ton sujet, on est venu pour écouter des choses à propos de la langue. Mais je pense que c'est important de recontextualiser et de se dire que la langue, finalement, on comprend pourquoi il y a des affinités avec telle ou telle région du Pacifique. Hein. Donc je pense important de contextualiser. Ok, donc la langue de Rapa. Rapa, c'est ici en rouge. Hein. La langue de Rapa, comme je l'ai dit dans le titre, elle est considérée par l'UNESCO comme étant une langue qui est sérieusement en danger. Et eux, ils se basent sur des critères de nombre de locuteurs et je ne sais plus. Mais ça, c'est le critère principal pour dire qu'une langue est sévèrement en danger. Alors, si vous voulez vous faire une idée de ce que ça représente sur le gradient des langues en danger, ben, il y a vulnérable, il y a ensuite définitivement en danger, il y a sérieusement en danger, donc ça c'est le cas de Rapa, et ensuite il y a deux autres gradients qui mènent finalement à l'extinction de la langue. Donc pour le Rapa, on est au milieu selon l'UNESCO. Voilà. Ensuite, donc je disais que l'UNESCO se base sur des chiffres par rapport au nombre de locuteurs pour dire que la langue de Rapa est sérieusement en danger. Mais finalement, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils n'ont pas raison? En fait, bon, objectivement, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai mis trois énoncés en Rapa que j'ai entendus autour de moi de personnes qui parlent le Rapa tous les jours. Hein, et des phrases aussi que je pourrais dire et que je pense les Rapa qui sont dans la salle se reconnaîtraient hein, dans ces énoncés-là. Alors, le premier énoncé, c'est on peut aussi, mais ite operato tene. Alors ça, c'est un énoncé qui veut dire oh là là, mais ils savent très, comment dire, ils font comme s'ils savaient beaucoup de choses. Hein. Le deuxième énoncé, c'est Fatianerato, Feyafahoro Eliko. Donc ici, on parle des
des pilotes d'hélicoptères qui vont chercher les Evasane à Arpa, hein, puisque à Arpa, il n'y a pas d'avion. Donc, c'est un hélicoptère qui va chercher les Evasane. Donc, on dit que finalement, quand les pilotes d'hélicoptères entendent dire qu'il y a un hélico pour Arpa, ben, ils sont super enthousiastes et ils courent pour aller chercher le vêtement et monter dans l'hélico, quoi, parce qu'ils adorent y aller. Donc, ça dit « Fatian erato, feya fahoro hélico, praun rato, harei Arpa. » Donc ça, c'est le deuxième énoncé. Le troisième, c'est ma grand-mère qui dit ben nous, on était encore debout. On attendait en fait mon petit cousin qui arrivait par l'hélicoptère puisqu'il a été évassané. Et elle dit, on était encore debout. On est encore debout. Et... Alors, ben, il est bientôt l'heure. Dans pas longtemps, c'est l'heure. Puisqu'il est bientôt 22 heures. Donc, en rapport que ma mère a dit, ça donnerait Te aranoa e ramato, kareho iane moro kahora. Te 22 heures, turahoi. Ok, donc, qu'est-ce qu'on observe dans ces trois énoncés-là? Eh bien, déjà, moi, j'ai compté. J'ai compté, il y a combien de mots? Donc, ici, il y a un échantillon de 45 mots au total. Hein, ici. Ok, en rouge, ce sont des mots en français. Donc, si on les compte, ça en fait 7, si j'ai bien compté. Et en tahitien, 7 mots aussi. Alors que c'est censé être des énoncés qui sont produits par des gens qui parlent le rapa. Mais dans la vie quotidienne, du coup, on observe ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes de pourcentage, ça veut dire qu'au moins 31% des mots, en tout cas dans ces trois énoncés-là, sont des mots qui ne sont pas rapa. Et je dis bien au moins 31%, parce que je considère qu'il y a des mots sur lesquels on a quand même des doutes. On ne sait pas s'ils sont rapa ou non rapa. Par exemple, feyaf ahoro, ça pourrait très bien être du tahitien, par exemple. Donc c'est au moins 31% de mots qui ne sont pas rapa. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Et qu'est-ce que les gens disent, eux? Parce que c'est eux les principaux concernés. Hein. Eh bien, il y a Mary Walworth, une Américaine, qui a fait une étude à Arpa, qui a écrit sa thèse en 2015 et qui a relevé les avis des gens hein, là-bas. Donc, on a des gens de la soixantaine d'années jusqu'à 81 ans. Donc, c'est des gens qui sont plutôt âgés. Hein. Donc, voilà ce qui se dit. Donc ici, on reporte ce qu'une femme de 61 ans a dit. Elle dit, on mélange. On ne sait pas c'est quoi la vraie langue rapa. Un homme de 81 ans, en 2013, dit, le rapa d'aujourd'hui, c'est que un peu de rapa. Ensuite, la langue rapa n'est plus pareille qu'avant. C'est plus mélangé. Le rapa que je parle, ce n'est pas le même que ce que j'ai entendu en grandissant. Ce qu'on parle, c'est du mélange. On ne parle pas vraiment rapa, on parle un mélange du vieux rapa et du tahitien. Ça veut dire que les rapas aujourd'hui, ils ont conscience que ce qu'ils parlent, c'est pas l'ancien rapa entre guillemets et que c'est un mélange. Alors, ça c'est intéressant parce que Mary Walworth, elle était partie à Rapa pour étudier le rapa. Et puis elle arrive à Rapa, elle s'est dit, mais en fait... les gens ils me disent, ben non, je parle une langue qui n'est pas l'ancien rapa. Donc déjà, il y a deux langues, en fait, deux façons de parler. Et à côté de ça, il y a des personnes qui sont très courageuses et qui militent en fait pour la revalorisation des anciens mots ou la création de mots qui sonnent plus rapa. Donc elle se dit, bon, il y a déjà le rapa que les gens parlent aujourd'hui, le rapa entre guillemets d'avant, et le nouveau rapa que les gens essayent de se réapproprier. Donc elle a dit, c'est rigolo, moi j'étais venue étudier une langue et finalement il y en a trois, comment je fais? Donc elle, sa grande conclusion de sa thèse, c'est qu'elle dit que le Reo Rapa, ce qu'elle appelle le Reo Rapa, c'est le rapa qui est parlé aujourd'hui par les gens, et ben c'est un mélange du Reo Tahiti et de l'ancien rapa, exactement ce que les gens avaient dit dans les témoignages. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le Reo Rapa est la principale langue utilisée à Arpa Iti.
c'est une langue née du bilinguisme, c'est-à-dire du fait de parler deux langues, hein, ici le tahitien et le vieux rapa, et qui s'est développée à partir du passage d'une langue à l'autre. Donc, le passage de l'ancien rapa qui était parlé au tahitien. Et donc, est né de ce mélange le réo-rapa. Donc, de la fusion des caractéristiques linguistiques de ces deux langues-là. Donc ici, c'est super important de mettre ça à plat. Alors, du coup, on en vient à ce qui m'intéresse moi. Alors, là, je vais vous partager les 3 prochaines diapos. Ce sont des diapos de mes profs de l'université que j'ai shippés parce que je trouvais que c'était super intéressant et que ça parlait à tous ceux qui vivaient à Tahiti. Hein. Alors, du coup, je vais vous demander de vous concentrer sur l'écran. Ici, dans cette colonne, on a ce qu'on appelle le français local, comme on parle tous les jours. Et ici, on a le français standard, donc on devrait parler, ce qui est en tout cas considéré comme la norme. Alors, je vais vous donner le premier exemple. Je vais vous demander de deviner finalement les lignes qui sont vides. Donc là, en français local, on dit hey, « c'est répondeur ton vini ». En français standard, on dirait « ton vini est sur répondeur » ou « ton téléphone est sur répondeur ». Deuxième exemple, ma maman, Faroumaï. Ça roule vite son scooter. Donc, en français standard, ça donne quoi? Son scooter roule vite. Troisième, c'est trop chaud mon café. Mon café est trop chaud. Quatrième, ya, pour rien, hein, ça me rentre plus le pantalon. Ce pantalon, comment on dit? Ce pantalon ne me rentre plus ou ne me va plus. Maintenant, plus facile. Du français standard au français local, qu'est-ce que ça donne? Ma robe est déchirée. Ça a moutou paye ma robe. Voilà. Ou c'est déchiré ma robe. Et la dernière, ton stylo écrit bien. Ça écrit bien ton stylo. Donc en vrai, il y a quand même un fossé entre la façon dont on parle localement le français et la façon standard qui est normée. Hein? Et qu'est-ce qu'on remarque sur ces petites phrases-là? Eh bien, ce qui est en bleu, en français local, en français standard du coup, est reporté en français local au début de la phrase alors qu'il était à la fin. Et je vous partage ça parce que j'ai trouvé incroyable comment mon profil a fait cet exercice-là à l'école. Et en fait, pourquoi? Pourquoi il y a ce basculement-là du syntagme, la partie de la phrase? C'est ça, parce que c'est la construction du tahitien. Ben, en français standard, on dirait « sa robe est jolie ». En tahitien, on dirait « et mea nehe nehe tona ahu ». Et donc, en français local, on calque en fait la construction du tahitien à un énoncé qui est en français. Donc ça donne un truc un petit peu bizarre qui est « c'est joli sa robe ». Et c'est pour ça que finalement ben, on parle de cette manière-là. Parce notre cerveau il est programmé en tahitien ou en rapa, hein, c'est le cas aussi. Mais on utilise des mots français. C'est rigolo, hein? Ok, t'as que t'es gentil, là c'est le tahitien et le rapa. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en rapa, c'est la même chose. Pour ceux qui parlent le rapa ici dans la salle, il y a la colonne en rapa mélangé et en rapa standard. Donc, si en rapa standard on dit, et ça c'est un énoncé qui a été dit hein, dans la thèse de Marie, kakati onat komio Marie, ça veut dire, et là on parlait d'un requin, il a mordu les fesses de Marie. Voilà, ben, j'ai donné la réponse. Ben voilà, c'est ça. Et si on fait le four à pain, ça y a qui est dehors, comment on dirait en rapa? T'es quoi au tout? T'es y a rapé? Ok. En rapa standard. Akaerovo yana. Ok, bon là c'est pas trop standard, c'est un peu hein, le rapa amélioré. Voilà. Akaerovo yana et nakumai. Ou protu yana et harimai. Hein? Protuvo yana et harimai. Mais en rapa local, ça donnerait quoi? En rapa mélangé.
Voilà, j'ai dit il y a lui devenir. Voilà, et ça se dit aussi en tahitien, on entend ça aussi. Hein. Et puis, dernier énoncé, quand on cherche kau, on se dit, mais oui, kau, je me demande bien où il est. Hein. Donc ça donnerait, on n'aura pas mélangé quelque chose comme kau. Voilà, et là, dans ce cas-là, on garde le petit segment de phrase ici, dans un énoncé qui est finalement produit en français. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a Cathy le commis de Marie, le four à pain, ça y a qui est dehors, j'ai dit à lui de venir, où est Rayakao? Voilà. Et donc en fait, on se rend compte que c'est le même mécanisme qui se passe en tahitien et en rapa. Hein. Ici, le rapa standard, on dit Kakati on a commis au mari. En français, on dit il a mordu les fesses de Marie. Et en rapa mélangé, on dit il a Kati le commis de Marie. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à la slide en tahitien? C'est que l'influence, elle ne vient plus du rapa standard, mais du français. C'est-à-dire qu'on a gardé la construction de phrase du français. Il a mordu les fesses de Marie. Il a Kati le commis à Marie, de Marie. Donc ici, c'est une influence du français. Donc dans le rapa qu'on parle aujourd'hui, on voit qu'il y a une influence grammaticale du coup hein, en français. C'est ça. Hein? Deuxième exemple, ici, on voit que c'est le rapa standard, ou même des fois le tahitien, on va le voir, qui a une influence. Puisque, regardez, en français, on dit « Je lui ai dit de venir ». En rapa standard, et en rapa mélangé, on garde la construction. Akairo, c'est dire hein, ou parler. On garde la construction en rapa pour un énoncé en rapa mélangé. Donc on dit j'ai dit à lui de venir. Et donc ici il y a quelque chose d'intéressant aussi, puisque c'est une influence évidemment du rapa standard, hein, puisqu'en rapa standard on dirait ça. Mais je me demande aussi si c'est possible que ce soit une influence tahitienne et que ce soit un trait polynésien, puisqu'en tahitien on dit waparau vau, waparau vau yana et haeremai. Donc c'est la même construction syntaxique que le rapa. Donc ici on voit qu'il y a une influence évidemment du rapa standard, mais c'est peut-être pas en fait quelque chose qui est typique du rapa. C'est peut-être quelque chose, c'est un trait des langues polynésiennes. Donc ça c'est à creuser. Hein. Bon là c'est un peu évident, mais des fois il faut creuser pour avoir ce genre de résultats là. Et puis alors là c'est un petit peu rigolo parce que j'ai cru que j'avais trouvé le truc qui faisait que le repas est exceptionnel, mais en fait ce matin et hier soir on discute avec mon chéri et ce matin on discute avec mes potes tahitiens. Il me dit mais attends, il faut arrêter hein. Là c'est même en tahitien on entend ça, mais pas tout à fait. En repas standard on dit te rayakau. En repas mélangé on dit où est rayakau. Et je me suis dit là je tiens quand même peut-être quelque chose qui est assez typique du repas, parce que ici on garde la construction raya, ça veut dire, et souvent c'est un petit peu comme en tahitien, quand on garde des structures ou des petits mots en langue tahitienne dans un énoncé qui est dit en français, c'est quand même le signe que ce mot-là est bien ancré en fait dans la langue. Par exemple, quand on dit je suis allé payer au marché, ou j'ai dit à lui, ben, tous ces petits mots-là, c'est quand même des mots qui sont typiques en fait de la langue d'origine. Hein. Donc je me suis dit, là c'est peut-être la même chose. Et puis, donc là c'est pour dire, je me demande où Kau a bien pu passer. Hein. Et puis en fait non, parce qu'en tahitien, on peut aussi apparemment dire, et vous me dites si je me trompe, Uera Kau, ou quelque chose comme ça, hein, avec le petit rat. Mais du coup, particularité du repas, oui, je sais que je fais un petit peu trop avec deux petites lettres, mais voilà, c'est qu'il y a quand même le ya. On dirait jamais en tahitien, je crois, oui, rayakau. En tout cas, ça sonnerait très bizarre. Voilà pour ce qui est des constructions grammaticales. Et aujourd'hui, où ça en est mes recherches après un mois, hein? Bon, ça fait pas très longtemps, mais...
Et je vous jure que là, il y a 3-4 phrases, mais j'ai passé 200 heures dessus. Hein. Donc voilà, ça demandait beaucoup de concentration et de recherche. Ce que je trouve extraordinaire dans le premier énoncé, c'est ce qu'on appelle en linguistique le contrefactuel. Bon, c'est un mot un peu barbare, juste pour dire que, en fait, c'est quand tu dis à quelqu'un que j'étais censé aller quelque part, mais sous-entendu, il y a un événement qui est arrivé et qui a fait que je n'y suis plus allé. Donc, toute cette idée-là, qu'on appelle le contrefactuel, ben, il est possible en repas uniquement avec la particule « mais ». C'est incroyable quand même, hein? Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça trop cool, quoi. Et si et du coup, en fait, ça, c'est encore une piste à creuser, parce qu'un copain à moi, il m'a dit, en maori de Nouvelle-Zélande, il a déjà peut-être entendu un truc comme ça, donc il faut que je creuse à ce niveau-là, hein, pour ça. J'espère que je vais rien trouver, comme ça je peux dire on est extraordinaire. Voilà. Si je transcris si je traduis, enfin pas traduis, mais je mets la même construction en tahitien, ça donnerait quelque chose comme mais ça veut pas du tout dire la même chose. Quand on dit en tahitien ça veut dire oh, on y va souvent, hein, on va souvent en Papeete. Donc c'est de l'ordre de l'usuel, hein, c'est plus le contrefactuel. Donc là ça montre bien que en tout cas c'est pas la même particule qui entre en jeu dans les deux langues pour le contrefactuel. Voilà. Ok, ça on va laisser tomber. Voilà. Cet exemple-là, il est super important aussi et je tenais à le mettre et à vous le montrer. Natekuri teikai amu, pour dire c'est le chien qui a mangé le poisson. Donc en tahitien, ça donnerait Nate uri i amu teia. Donc ici, on voit qu'il y a une inversion. Hein? Donc Nate kuri, on reprend. En tahitien, Nate uri, c'est le chien. Teika, alors en tahitien, c'est i amu d'abord. Teia, ensuite en tahitien, et en repas, c'est i amu. Donc en fait, là, je suis partie de ce qu'un prof à moi a rédigé. Et puis je lisais son truc et je me disais, parce que lui il disait, en tahitien, nate uri i amu teia, c'est correct. Mais nate uri teia i amu, comme on n'a pas la même construction, il dit, ben ça n'existe pas en tahitien. Et donc moi je lis son truc et je dis, mais enfin quand même, mais j'ai l'impression que, je sais qu'en rapa ça se dit parce qu'on le dit souvent, mais je crois quand même qu'en tahitien, il y a quelque chose. Enfin, des fois, je crois que j'entends des gens dire ça. Et donc, je vois mon prof dans le couloir. Je dis, ah, monsieur, viens un peu. Donc, je l'appelle. Et puis, je dis, monsieur, là, moi, je suis... Enfin, pas que je suis pas d'accord, mais je pense qu'il faut vérifier ce que tu dis là. Et donc, lui, il appelle sa collègue, hein, professeur de langue polynésienne. Il dit, hey, cette construction-là, comme en rapa, est-ce que ça existe en tahitien? Et puis là, sa collègue, avec qui il est collègue depuis 30 ans, à qui il n'avait jamais posé la question, ben lui dit, ben oui, évidemment que ça existe en tahitien. Et puis il lui donne plein d'autres exemples comme ça. Et donc, en fait, ce que je voulais dire à travers cet exemple-là, c'est que le travail de recherche, c'est un travail collaboratif. Donc, en fait, des fois, et c'est un peu triste, on reste dans notre bureau comme ça, hein, du matin au soir, mais en fait, le truc le plus excitant, c'est quand il y a des collègues qui passent, style Vahinema, et après, on les appelle, on dit, viens un peu écouter, et puis on discute. Et c'est ça, en fait, qui est le plus enrichissant, je trouve, dans le travail de recherche, c'est qu'on s'aide mutuellement. Moi, des fois, mes collègues ils me disent « T'es carrément à côté de la plaque, hein, abandonne l'idée. » Voilà. Et puis, si je continue de creuser et que je vois qu'il a raison, je dis « Bon, ok, j'abandonne l'idée, je vais sur une autre piste. » Ça, je trouve c'est super cool. Peut-être aussi quelque chose que je tiens, je ne sais pas s'il faut le dire, mais en rapa, on dit, pour dire comment ça se fait que vous êtes de la même famille, que vous êtes affiliés. Ben, on dit « E ai fait i korua ». Et je crois, hein, maintenant, il y a plein de tahitiens dans la salle, vous me dites si ça existe en tahitien, comme ça j'abandonne l'idée.
je pense que la construction EAI plus quelque chose au milieu, aïe, c'est typique du repas, je crois. Levez votre doigt si c'est faux tout à l'heure. Hein. Voilà. En fait, ça, c'était juste pour vous montrer les pistes de quelques pistes de réflexion sur lesquelles je travaille en ce moment. Hein. Voilà. Et puis aussi, il y avait un truc que je voulais vous partager, c'est ça. En fait, ça, c'est issu d'un article de Walworth, Marie, celle qui avait fait sa thèse sur Rapa, qui montre en fait le glissement de l'ancien Rapa vers le tahitien. Donc, en fait, si on fait abstraction, si on cache la flèche rouge, on peut voir que l'ancien Rapa serait devenu du tahitien ou serait devenu très 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 proche du tahitien s'il n'y avait pas eu cette interruption avec la flèche rouge. Et alors cette flèche rouge c'est quoi? Ben, c'est le Reo Rapa, c'est-à-dire le mélange du tahitien et du Rapa qui s'est détaché. Pourquoi il s'est détaché? Parce qu'à côté de ça, il y a des gens super courageux qui font des recherches approfondies pour faire revivre des anciens mots, pour ne pas que ça tombe dans l'oubli, comme tu l'avais dit, Christian, parce que ce qui n'est plus utilisé ben, tombe dans l'oubli, pour que finalement l'identité Rapa rattachée à la langue puisse continuer de vivre, hein, parce que je pense que c'est super intéressant. Des fois, il y a des chanteurs qui écrivent en Rapa, hein, qui utilisent des mots des fois qu'on n'entend plus, mais ça remet au goût du jour en fait des mots super intéressants et parfois des structures grammaticales qui m'intéressent particulièrement. Donc voilà, ça c'était pour la petite flèche intéressante à Marie. Alors, oui, et du coup, en fait, il ne faut pas que j'oublie aussi que moi je fais un travail de thèse. Donc, dans 3 ans ou 4 ans, j'ai un gros truc comme ça à rendre en linguistique. Et alors, qu'est-ce que ça va apporter cette thèse finalement? Dans un premier temps, ben, je vais compiler des travaux lexicographiques, c'est-à-dire des dictionnaires, des lexiques, des petits lexiques. Et en fait, je vais les compiler pour les mettre dans une base de données, pour que en fait, tous les petits repas qui sont là dans la salle, quand ils se posent la question, comment on dit déjà ça, ben, ils puissent aller taper sur leur ordinateur et trouver le mot. Parce que qu'est-ce que je galère, moi, à trouver des mots en tahitien. Heureusement que ma maman, elle est là. Comment hein? Donc, je pense que c'est super important de rendre accessible ça, notamment aux enfants de Rapa. Hein? Et puis ça servira évidemment peut-être des recherches pour voir la filiation des langues polynésiennes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme travaux lexicographiques qui a déjà été fait? Ben, il y a le livre que Christian a traduit en français de John Stokes. Dans une petite partie de ce livre-là, il y a des mots en Rapa, une liste de vocabulaire. Il y a le lexique de Kivit, qui a aidé le Tomiterio à rassembler des mots en Rapa. Donc ça, c'est pour le premier apport de ma thèse. Le second, c'est que je vais documenter le Reo Rapa contemporain, c'est-à-dire celui qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que ben, j'aimerais bien partir à Rapa et je vais partir à Rapa pour enregistrer des personnes en Reo Rapa. Parce que ça serait cool quand même que dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans je ne sais pas combien de milliers d'années, on puisse réécouter les voix de nos proches parents ou voilà, encore plus en Reo Rapa. Et donc pour ça, je vais faire des entretiens in situ. Ça veut dire que je vais dire aux gens, ben, écoute, est-ce que tu peux me parler du Rahui? Ben, il va me parler du Rahui. Sans avoir en tête, ou en tout cas en oubliant le fait que je viens étudier sa façon de parler. Parce que dès qu'on dit à quelqu'un, je viens étudier ta façon de parler, ça y est, on va changer complètement de façon de parler, on va essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas celui dans lequel on est d'habitude. Donc ça, c'est le deuxième apport de la thèse. Et le tout dernier, c'est ce qui m'excite le plus, c'est de rédiger une grammaire. Donc ça sera finalement ce que je vais rendre, hein, ça sera en fait finalement mon travail de thèse. Et puis pour le moment, j'essaye de trouver des formes anciennes du Rapa qui résistent à l'influence du tahitien et du français. C'est sexy dit comme ça, j'espère que ça va tenir dans le temps et que je ne vais pas changer. Parce qu'au fil des lectures, je me dis, peut-être que je vais changer
de problématiques, tout ça et de sujets. Donc voilà pour la contribution de la thèse. Donc Yamaitaki, j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop lente. Alors, c'est fini à toi? C'est fini à toi. Bon, écoute, félicitations parce que tu as déjà une sacrée maîtrise du public. Hein. Bravo. Alors là, pourtant, c'est la langue. On se dit, oh là là, eh ben non, merveilleux. Alors là, je crois qu'on va passer peut-être aux légendes ou on passe d'abord aux questions. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Alors, oui. Qui est partant pour lire la légende? Ah, j'étais la première. Merci. Ouais. Tu penses qu'on peut en lire? Oui. Et du coup, Martine va lire la première légende. Ensuite, on a invité Perle et Thomas à lire en français. Donc, Martine, Thomas et Perle vont lire en français si on a le temps. Hein. Et puis, une fois que Martine a fini de lire la première légende en français, est-ce que du coup, peut-être Mémé Annie, Mémé Anna ou Tati Po sont volontaires pour lire en rapa? Est-ce que ça vous dit? Ah, ok, cool. Ben, une fois que Martine aura fini, ben, ça sera une de vous deux alors. Hein? Ok. Ben, je vous donne alors la version rapa. Hein? Merci. Introduction du feu et autres bienfaits. Près de la pointe Mei se trouvent la terre et la falaise Koara, et au milieu de la falaise, il y a la grotte Arapo. Elle est constituée de pierres rouges Keretu. Un jour, des hommes d'une... Alors, désolé parfois pour la prononciation. Angate Peritiki cherchaient sur la falaise un petit oiseau noir appelé Taupo et le Tavake. Ils allèrent dans la grotte et trouvèrent une grande quantité de bois dont l'un des morceaux avait été rongé par le feu. Les gens de Rapa ne connaissaient rien du feu et avaient l'habitude de manger leur nourriture crue, y compris le taro acre. Les hommes furent intrigués par ce bâton brûlé, mais continuèrent leur chasse aux oiseaux. Malchanceux dans celle-ci, ils s'en retournèrent dans la grotte avec l'intention de se cacher pour voir ce qui s'y passait. Bientôt, un énorme tavaqué arriva, déployant ses ailes très lentement et très calmement, ce qui n'est pas habituel pour un tavaqué, car il devinait que les hommes se cachaient quelque part. L'oiseau géant était aussi grand qu'un homme. Il avait des ailes longues de plus de 2 mètres, tandis que ses phalanges et ses griffes étaient aussi longues que le bras et la main d'un homme. Son corps était tout blanc, et son bec était d'un rouge inhabituel pour le tavaqué local. Sa forme était celle d'un tavaqué, à l'exception de la queue qui était comme celle d'un coq. L'oiseau avait apporté 2 branches de bois dans ses griffes et les déposa dans la grotte. Un des hommes cachés suggéra à ses compagnons de s'emparer de la créature, mais ceux-ci souhaitaient surtout continuer à l'observer. L'oiseau repartit rapidement et s'en revint sans rien. Il prit un morceau de bois dans ses griffes et en cassa un bout avec son bec. Puis il frotta le morceau tenu dans ses griffes sur un morceau plus grand jusqu'à ce que le feu apparaisse. Les hommes se ruèrent alors sur l'oiseau et le saisirent. Il lutta de toutes ses forces, mais fut finalement vaincu et jeté au sol, maintenu par 2 hommes à chaque aile, 4 sur le corps et 2 aux pattes. Lorsque le tavaqué fut immobilisé et que le calme fut restauré, les hommes lui demandèrent ce qu'il faisait. Il répondit « Je fais du feu. » « Pourquoi faire ? Pour cuire la nourriture. »« Montre-nous !» Le tavaqué s'en alla alors préparer le four de terre, et tandis que le four chauffait, il gratta le taro avec une coquille de palourde et le mit de côté, puis il prépara du poisson et des langoustes, et les déposa aussi sur le côté. Lorsque le four fut assez chaud, l'oiseau posa le taro, le poisson et les langoustes dans le four et le couvrit. Au moment choisi, le tavaqué ouvrit le four et la nourriture était cuite. Les hommes l'examinèrent en pensant qu'elle était devenue mauvaise. Le tavaqué les invita à manger car c'était sa nourriture. Les hommes dirent que leur corps n'était pas celui d'un oiseau. Il répondit que ce qui était bon pour lui serait bon aussi pour eux. Et il ajouta « Goûtez-en juste un petit bout. »« Ah non, nous mourrons les uns après les autres. »
Alors l'oiseau dit, venez ici, que 10 hommes me tiennent, que 20 autres se tiennent debout avec leurs lances et que 5 autres goûtent leur nourriture. Si l'un d'entre eux meurt à cause de cette nourriture, alors les autres peuvent me tuer avec les anses. C'était le matin. Un petit groupe consomma la nourriture, tandis que les autres observaient la scène. La nuit vint, et rien de mauvais ne s'était passé. Il ne se passa rien, ni le lendemain matin, ni le mois, ni l'année qui s'ensuivirent. Les hommes gardèrent le tabaquier en captivité pendant 1 mois, puis ils le relâchèrent. Il s'envola, et on ne le revit jamais. Le narrateur exprima son opinion selon laquelle le tabaquier devait être Dieu. Car durant sa captivité, il révéla au Nakte Peritiki plusieurs façons de préparer et de cuire la nourriture. Ses préceptes étaient: la nourriture est bonne lorsqu'elle est cuite. Le bois sec est le bon bois pour faire le feu. Pour faire venir le feu rapidement, il ne faut frotter que le bout du morceau dans la main sur le sol, doucement, un moment, puis vigoureusement. Lors de la préparation du four, les pierres doivent être très chaudes. En préparant le taro pour le manger simplement, il faut d'abord le gratter pour le peler. Ensuite, il faut le cuire. Lorsque c'est pour la popoy, il faut cuire le taro avec sa peau et ensuite l'enlever dans l'eau quand elle peut être facilement retirée avec les doigts. Le Ngate Periti garda son pouvoir secret pendant 3 ans. Lors de la 4e année, un garçon qui était à moitié Okopou, à moitié Peritiki, quitta ce clan et s'enfuit dans le clan Okopou à Napiri, à qui il enseignant la nouvelle méthode. À partir de ce moment, celle-ci se diffusa dans le Ngate Tipi Tamatututahe à travers une femme qui auparavant avait épousé, qui était à moitié Tipi et à moitié Okopou, un homme du nom de Aurugreka vivant à Eri et qui auparavant avait épousé une femme Kaianu, apprit les méthodes du Tipi. Il alla visiter le clan de sa femme à Hangeroa et transmit le nouveau savoir aux Kaianu. Ces derniers étaient si contents qu'ils persuadèrent le feu de rester avec eux et ainsi la connaissance de sa fabrication se propagea. Voici le feu. Et du coup, on remercie beaucoup Martine. C'était une légende un peu longue. Et du coup, ceux qui sont un petit peu fatigués peuvent évidemment rentrer. Il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, on va laisser la parole aux lectrices en langue Rapa. Et juste, j'aimerais bien préciser que cette légende n'a pas été... C'est une traduction de ma maman et moi. Donc, ça n'a pas été relu par le Tomite Reo. Hein. Donc là, c'est un premier jet que Tati Anna va lire. Et puis après, Tati Annie, Mémé Annie. Et donc après, Perle peut-être va se préparer pour une toute petite légende. Donc Perle, ça sera une vraiment petite légende. Voilà. Je vais lire en repas. Te kite anga ia te ngarau e ti taio o tōna anga maitaki. I kōt anātou ki te otu e no mei, te waira te enua e te pari ko ara. E iro pū te pari, te waira te po o arapo. Ka anga ia ona i te koni i kura kura, tipe ia e kere tū. Ti te ana, ka kimi te anga rua, o te ngā te pereteki, kōt ai korori o manu kere kere taupo e te tawake. Ka nakutura rātou i roto i te po, e ki te atura kōt ai akapu e arara. Kōt ai rā kōtumu, ka amaruai at ngā rau. Ki iri te tangatara pa i ki te e ato meara e ngā rau. E ka mataku ta ana rātou. Me ota tā rātou kai, te mika ka oki, no atu ka kino. Ka kino vai vai, Julie. Ka maere roa te tangata ki tō kōtumu rākau e murat anara. No atu rātou kōtumu rākaura, ka kimita ana no ti rātou te manu. No te rāki ere i manuia, na kūtura rātou e ipuni i roto i te pō. Tā tia ki ta anātu ai, e arāt o ipa e tupu mai. Ki ere i maoro roa, po o maira ko ta itawa ke tāpo nāra. Kiriti marut anā kera ki tōna pererau.
E ere te rara te huro te tāwake, no te mea, ka ki te ona ka ipuni, te angarua ti taiwai. Me tāpona oki, ia ke tō manura te tangata. Ka au te rua metera tōna pererau. Tōna kai e tōna matatiko, me roa ke ia ki te rima o te taitangata. Tōna tino, me tea pauruara. E tōna ngutu, me kurakura roara. E ere mi tērā e ki te tāna iana. Tōna tino, mi tō te tawaka e reia. E tātat anātua i tōna vero, mi tō te mua reia. E rua, am arakau tō roto i te matatiko o tō manura. Tāna i akauta mai e toko i roto i te po'o. Noi tūra kota i rua e tawake tō manura. Ki ere rā te angarua i akariki, ina ngarot anātura rato e noko. Ki ere tō manura i maurorua te ngaruanga, ka oki aka au mai. Ka rewa kota i am arakau i roto tōna matatiko, e pang ākera nā tōna ngutu. E oi akera ki te rā i roto i tōna matatikora, i runga tita iake me taponara. Me nāria i murai. Wau akera te angarua e tawa ke tō manura, ka pae ke roa oki ona. Ka rira e rāwenga tāna, tira i atura o nei raro, e rua tangata no te tape a te pererau o tō manura. I runga i te tino, e rua i runga i te kaikai. Noi akera te angarua ki tō te manura, e at oi patana e rawe ake ai. Nā kua tūra one te pā ono. E tō tongina voi te ngārau, no te a, no te tunu i te kai. Aka ki te kāne. Nā kūtura te manu e akai nene toko te kō otu, a tātia ki ta anātua i a pangi. Ka varu o nei te mikaka, nā te paka mikaka, a kai nene o ki a kera teika e te koura. Ka pangi te ko otu, tuku a kera mikaka, teika, e te koura i roto i te ko otu, tāpu ki a kera. Ka pa ono ti teime, ka amatakai. Ua ki a kera tāwake, te ko otu. Noko a kera te angaruara, te kai maira. Mā te manako pai ka pē paa. Angarua te kai maira te manako ora pai ka pē paa. Ki tau a kera tāwa kei rātou e kai, nā kua tūra rātou. E ere ta ana tō rātou tino mi tō te manura, pā ana o ki a tūra te manu. Mi te peu e me maitaki ira nō nei a kai, me maitaki o ki re o rātou. Tā matakāni ma awai ta ana. Ka reia, e mate ane mātou. Iria, nā koa kera te manu. Ana ku mai konei. Ana ku mai kāne konei. Ia ta irongo urua ke rua. E tape e yaku. Rua rongo urua ke no te tuta ana i tā rātou. Ko e patia e pai ake aka ou no tamata te kai. Mi te peu e mate kouta i tō roto i koutou, no tāku kai, e tākawea rātou iaku, e akamate. Ka pōpungi, tā mata kera ki te taipupu tangata, te kai e noko ta anātuai, te taiake. Ka pō, kāre ko taiake mea kinora i tupu. Kāre o ki te pōpungi i muriake, ka maramarama, ka mata iti, kāre o kinoti. Ko tai marama i muriake, te tākawe ngai te tāwake, tuku i atura e rātou, ki ere tō manura i oki aka umai. E nā kō no te tangata a kauta, kauarai, o te atua paane tō tāwake era no te mea. Ki te taiteime, e tāwake, e tākawe ana i a ona, ai ki te ona i te ngata nā te pereteki. Ngari anga, rāwenga no te akai nene e te tuntonga te kai. E nā kono te akai ro tānāra, me ka kona rā te kai a amanai. Me awa kei te rākau maru, mai takira i tutungi te ngārau. Ia mura koe te ngārau, oi maru ia tāna te rā ama, i roto i te rimara i raro. O tine ai, e oi aka koi,
Ya kaininin Ya kaininin Iat ko utu. Iko niu vira roa. Mika kakai, mi varu no kiri titikiri na moake atunuai. No te popoira, me tonu kiri tānat mi kakai amara. Kiri tiake ai na rutu ko tae no tu oni. Kai puni tangata. Te nā te pere teki tō anga o ipai e ke te ia mai. E te tāwake. Ia rātou. E toru mata iti te maoro. Ki te o te mata iti. Anau ia mai ko te eitamarua. No te ngate o kopou. E no te nā te pere teki tāna i akaruke no te naku i napiri. Ki te ngate o kopoura. Iko, e ke te akero ona i te peu api. Mi tō tai me no ti maira. I rangai tō peura I roto I te ngate tipi. Tā mau tātu tai. Nā roto ko tai pēa. Nā te tipi e o kopou. E ora nā te tai rua no te ngate auraka I iri. E tōna toko rua pēa no kai inu. Ka e te ona te rawi a anga no te ngate tipi. Na kua kera ona e tutaki ki tōna toko rua I anga I rao. E eike te tura ki tō te kai inu. No tō rātou reka, noi a kera rātou te ngāra au. E no tāne rātou ra. Me nāria I ki te iei, tōna anga. Aronga. On s'excuse un petit peu pour la longueur de la légende. En plus, on aurait pu prendre une légende qui a été validée par le Tomitereo parce qu'il y avait la seconde qu'on avait préparée, elle était validée par le Tomitereo. Mais par souci de timing, bon, je pense qu'on va rester à une seule légende. Je redonne peut-être la parole à Martine dans 2 secondes. Donc, je pense qu'on va passer à la partie des questions ou des remarques aussi. Hein. Si des remarques qui sont négatives ou positives, allez-y. Hein. La parole est ouverte. Du coup, je vais passer le micro à Martine, hein, qui va prendre la suite. Alors, malheureusement, on est pris par le temps puisqu'il va falloir finir à 20h. Mais c'est d'abord, merci, hein, le public, vous avez été là. Et maintenant, ça va être à vous de poser des questions, soit à Christian, soit à Taku. Bonsoir tout le monde, Aronga. Moi, en fait, je vais me présenter, hein, je m'appelle Hannah et je suis la petite sœur de la grand-mère de Taku. Voilà. Juste par rapport à Taku, ben, écoute, 1 mois de recherche, je te dis bravo, félicitations et fière de toi, c'est tout. Et puis, je pense que ta grand-mère aussi doit être fière de toi. Et puis, pour Christian, alors, j'ai noté, tu as parlé d'un document pour la gestion des terres par rapport à nos ancêtres. Dans ce que tu as présenté. Et puis, pour la gestion du patrimoine, au moment où on disait de prendre le drapeau et qu'ils ne voulaient pas et que finalement, ils disent « Ok, on prend, mais on va rédiger quelque chose ». Et tout. Je voulais savoir si, justement, par rapport à ce document, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il y a de la valeur, est-ce que par rapport, je sais pas, au tribunal, par rapport à la gestion des terres, ou je sais pas. Voilà. Et aussi, je voudrais te dire, Tongia Maitaki, pour toutes les recherches que tu as faites. Et je sais que tu as laissé Anna des fois chez toi, dans ton pays, et toi, tu es partie seule à Rapa. Je sais que tu as donné ta personne. Je sais que financièrement, tu en as donné. Je voudrais te dire, Tongi Amaitaki. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Je n'ai fait que quelque chose qui m'a dépassé, en fait. J'ai commencé des recherches anthropologiques sur Rapa, puis j'ai été emporté par une passion pour comprendre cette société. Donc, je ne suis même pas forcément responsable de tout ce que j'ai fait.
Sur le traité d'annexion, c'est incroyable. Il n'a pas été ratifié. Les anciens ont pu maintenir des mots très importants pour la gestion souveraine, coutumière de leur île. Ce document, il est présenté dans toute son intégralité dans ce livre. Et je suis allé chercher, ça pourrait intéresser les Rapak et d'autres personnes qui veulent en savoir plus sur comment se constitue le pouvoir politique, comment s'opère la colonisation d'une société, parce qu'il y a le document officiel, et dans le dossier des archives du ministère des archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, il y a la lettre confidentielle écrite à la fois par Chessé en 1881 et par La Cascade en 1887. C'est plusieurs pages où c'est là qu'ils expliquent en détail comment ils ont fait face à une résistance et comment ils ont dû intimider pour arriver à leur fin. Et les deux, à 6 ans d'intervalle, finissent la lettre de la même façon. J'ai mis toute l'intégralité de la lettre dans ce livre. Donc, on rend public ce qui était écrit confidentiel. Les deux finissent leur lettre en disant « Voilà, monsieur le ministre, la question de Rapa est réglée ». Les deux ont le même vocabulaire. Mais je pense qu'il est juste que ça se sache, aussi bien pour les Rapas. Alors ce traité d'annexion n'a pas été ratifié, mais en même temps il dit des choses très importantes pour justifier la présence de ces conseils coutumiers. Et la question qui se pose pour les Rapas aujourd'hui, c'est faut-il faire valider ces conseils coutumiers, vous le savez bien, par l'État, ou rester en parallèle et affirmer un pouvoir qui est ancestral. Et ça serait, je pense, la meilleure formule. Donc on va se dépêcher parce que malheureusement c'est une conférence tellement intéressante qu'on aurait dû en mettre 3 heures et 4 heures, mais le personnel de la Maison de la Culture a une vie aussi, donc à 20 heures, les techniciens et voilà, et on est dans pas longtemps. Aronga, donc je suis l'humble tanné d'une Rapa. Voilà. Petite question sur Rapa moderne, Rapa présent. Christian, tu viens de passer 5 mois. Moi, ce qui m'intéresse, tu as parlé des valeurs qu'il y avait dans les légendes, l'humilité, l'honnêteté, la fidélité. C'est aussi des choses qui traversent plusieurs sociétés, hein. Il y a aussi dans les religions les péchés d'orgueil, les péchés de jalousie, le pouvoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu retiens actuellement de la société de Rapa. Il y a la modernité qui arrive, il y a Internet. Il y a des jeunes qui reviennent avec peut-être des nouvelles formes de couple, de filiation, la notion du mariage, etc., qui viennent percuter ces valeurs anciennes. Parce qu'on dit la protection. Est-ce qu'il faut continuer à protéger des valeurs qui sont peut-être plus usitées? Est-ce que c'est une vitrine qui fait du bien? Ou est-ce que c'est encore de l'avenir? Est-ce que finalement le passé a de l'avenir à Rapa? Non, c'est pas possible. Je peux pas répondre en 2 minutes. Oui, d'ailleurs, merci. La question est essentielle. Que dire en quelques mots? Les Rapas, comme toutes les sociétés anciennement traditionnelles du monde, sont confrontés à des forces globales qui, comme tu dis, les percutent, déstabilisent, et il faut procéder à des ajustements. Et les Rapas font ce qu'ils peuvent en termes d'accommodation, de reformulation, d'ajustement. Les valeurs ancestrales sont mises à mal avec l'individualisme qui se développe nécessairement. Et c'est qu'un des gros problèmes du Toitu, c'est de faire face à des Rapas qui ont des droits sur les terres et qui ne pensent pas de façon collective comme les Rapas qui sont restés dans l'île. Il reste, et pour faire très vite, que des principes qu'on trouve dans les légendes comme l'humilité, le fait de ne pas mentir parce que ça va se retourner contre toi, contre soi, pardon Joseph, le fait de respecter les enfants et de bien les traiter, le fait surtout de ne pas agir de façon autoritaire, prétentieuse envers la nature, sinon on va le payer, ça reste encore très présent. Et puis il y a encore la question de pouvoir lire les signes, les tapao, malgré 200 ans de conversion au christianisme, qui régule en fait le rapport au monde à Rapa. Je peux pas faire plus long, désolé. Eh bien, alors, je tiens à remercier, moi, Patricia Benel, qui n'est pas là et qui a
su mettre en place cette soirée littéraire. Merci public, vraiment. Et puis alors surtout, merci Taco, Christian, vous nous avez enchantés. Un seul regret qu'on n'ait pas encore 1 heure, 2 heures de plus, parce que vous nous avez fait plonger dans l'univers de Rapa que je ne connaissais pas. Et ça nous donne tellement envie d'y aller, mais c'est vrai que c'est compliqué. Merci à vous. Juste une petite précision pour ceux qui voudront revoir ou poser des questions, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc l'intégralité a été filmée, sera mise sur la page Facebook de l'association en vidéo, vous pourrez le regarder en replay. Et dans les commentaires, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu prendre ce soir, n'hésitez pas. Christian et Takurua seront en copie, donc ils pourront répondre en message privé ou en message public à toutes les questions que vous pourrez poser. Donc n'hésitez pas. Et petit appel du pied, si vous désirez rejoindre notre belle association, Taparao, sachez que nous faisons notre assemblée générale ordinaire mercredi 14, alors c'est à la Saint-Valentin, bien sûr, de 16h30 à 18h à la mairie de Papeete. Donc vous êtes les bienvenus et ça nous permettrait d'avoir du son neuf et des bonnes idées aussi de soirée. Parce que parfois, on manque peut-être de thèmes et donc vous êtes les bienvenus si vous désirez faire partie de notre belle association. Merci à vous.